I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, Tout commença par un faible écho dans les couloirs du palais de Buckingham. Doux incertain et facilement ignoré. Mais à mesure que l'automne s'installait sur Londres, les murmures s'amplifièrent portés par le vent qui soufflait sur les jardins du palais. Au début, le public remarqua de légères irrégularités des rendez-vous, reportés des discours de représentants et un subtil changement de ton dans les communications officielles. Puis vinrent les annulations une à une jusqu'à ce que le calendrier royal paraisse plus vide qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Et dans un pays où le silence royal est souvent synonyme de trouble, on commença à se poser la question que personne ne voulait poser à voix haute: qu'est-il arrivé au roi Charles III? L'histoire a rapidement pris de l'ampleur. Selon BBC News et le Times, des sources au palais ont commencé à évoquer à voix basse une surveillance médicale poussée et un repos lié à la fatigue. Ces termes vagues et raffinés n'ont guère apaisé une nation déjà inquiète pour le bien-être de son monarque. Ces derniers mois, Charles avait moins fait d'apparitions publiques, tandis que le prince William prenait de plus en plus de place lors des cérémonies officielles importantes. Les photographes qui suivaient de près la famille royale ont remarqué que l'attitude de William avait subtilement changé, plus déterminée, plus réfléchie, comme s'il se préparait à une épreuve difficile. Mais derrière la splendeur de la vie royale, des initiés décrivaient une atmosphère inhabituellement fragile. Les aides de camp agissaient avec une hâte contenue. Les hauts courtisans, habitués depuis longtemps à la routine, se réunissaient désormais quotidiennement pour des briefings privés. Chaque fois que les portes du palais se refermaient, derrière des voitures discrètes transportant des médecins ou des conseillers, l'impatience de la presse à l'extérieur s'accentuait. « Nous n'avions pas vu un tel niveau de secret depuis les derniers mois de la reine Elisabeth », a déclaré un correspondant royal à Sky News, dressant un parallèle qui a glacé la mémoire collective britannique. À mesure que ces signes se multipliaient, l'opinion publique passa de la curiosité à une peur sourde. Les réseaux sociaux, véritables caisses de résonance royale moderne, étaient submergés de spéculations. Le roi était-il gravement malade? Pourquoi avait-il disparu de la vie publique pendant des semaines? Même les grands médias comme Reuters et The Guardian commencèrent à publier des reportages spéciaux tout en évitant soigneusement de confirmer ce qu'ils ne pouvaient vérifier. Les explications officielles du palais, Sa Majesté garde le moral et assume des fonctions légères, devinrent de plus en plus creuses face aux preuves de plus en plus nombreuses d'un problème bien plus grave. Pendant ce temps, l'agenda du prince William devenait de plus en plus chargé. Une semaine, il était au Pays de Galles pour rendre visite à des vétérans le jour du souvenir. La semaine suivante, il dirigeait des initiatives climatiques que son père avait personnellement menées. Les observateurs ont remarqué qu'il se tenait désormais non pas aux côtés de hauts fonctionnaires, mais devant eux, un changement subtil mais indéniable dans la hiérarchie. Son sang-froid restait impeccable, mais ceux qui observaient attentivement pouvaient lire la lassitude dans son regard. Il travaille comme s'il maintenait le monde en place, a confié un proche du palais au Télégraphe, mais on voit bien qu'il est en train de se briser intérieurement. Hors de Grande-Bretagne, l'histoire suscita fascination et sympathie. Aux États-Unis, des émissions matinales diffusèrent des segments intitulés « Que se passe-t-il réellement derrière les portes du palais ?» tandis que CNN International rapportait que le palais de Buckingham avait été placé sous verrouillage de l'information. Dans le Commonwealth, les dirigeants gardèrent un silence poli respectueux, mais vigilant. La presse australienne souligna l'impact de la transition royale sur les liens constitutionnels, tandis que les commentateurs canadiens spéculèrent qu'une période d'instabilité pourrait raviver le sentiment républicain. L'ombre de la monarchie était longue et ses murs fissurés étaient visibles partout. Même à la maison, les petits détails en disaient long. Le traditionnel discours de Noël du roi, habituellement prononcé au début de l'automne, avait été reporté sans explication. Son absence à la réunion annuelle des chefs de gouvernement du Commonwealth était justifiée par un conseil médical de repos. Mais cette expression reprise à maintes reprises dans la presse devint un code à part entière. Elle signifiait que le roi se sentait mal et que ses proches faisaient tout leur possible pour dissimuler la gravité de son état. Début décembre, le Daily Mail publiait ce que beaucoup appelaient « le tournant ». Une série de photos granuleuses montrait des médecins libéraux entrant à Clarence House tard dans la nuit. Le palais a immédiatement rejeté ces images, les jugeant sorties de leur contexte. Mais le public est resté sceptique. Même des commentateurs royaux respectés comme Penny Junor et Robert Hardman ont commencé à suggérer que le pays mérite une certaine transparence. Le silence, ont-ils averti, menaçait de transformer la compassion en méfiance. Le prince William a gardé son sang-froid en public. Il a prononcé des discours sur la protection de l'environnement et la résilience familiale, des sujets qui lui ont profondément touché. Lors d'un gala de charité à Londres, ces mots de clôture ont touché une corde sensible inattendue. Parfois, la force consiste à affronter ce qui nous effraie, non pas seuls, mais ensemble.
Le public a applaudi poliment ignorant qu'il venait d'assister à une rare révélation de sa douleur personnelle. Dans les cercles royaux, les proches du roi parlaient d'un homme fatigué mais combatif. Charles, toujours stoïque, aurait résisté à l'envie de prendre du recul. Il insistait pour lire quotidiennement les documents gouvernementaux et se tenir informé des affaires de l'État. Mais même les courtisans les plus dévoués reconnaissaient que son énergie avait décliné. La reine Camilla, son soutien indéfectible, devint visiblement protectrice et l'accompagnait souvent dans ses retraites tranquilles à Balmoral ou Sandringham. Leur absence voulue discrète ne fit qu'alimenter les spéculations publiques. Mi-décembre, l'incertitude a atteint son paroxysme. Les forums en ligne bruissaient de théories allant d'une maladie bénigne à une détérioration terminale. Les chaînes d'information diffusaient dans des reportages spéciaux décortiquant chaque phrase de chaque déclaration du palais. La célèbre discrétion de la famille royale, autrefois source de dignité, alimentait désormais un sentiment de malaise. Le silence est devenu un scandale en soi, écrivait un chroniqueur du Guardian. La Grande-Bretagne a appris à valoriser la transparence partout sauf au palais. Et pourtant, au milieu de la tension, autre chose émergea, un transfert discret de confiance. Alors que le roi se retirait, les yeux de la nation se tournèrent vers Guillaume. Sa présence sereine apportait du réconfort à beaucoup, son silence de la loyauté. Chaque fois qu'il apparaissait devant les caméras, qu'il visitait des hôpitaux ou assistait à des cérémonies militaires, il semblait porter le fardeau de la couronne et de sa conscience. Ce n'était pas seulement le fardeau de la succession qui pesait sur lui, c'était le fardeau de l'amour, la tâche impossible d'être à la fois héritier et fils. Alors que le brouillard hivernal s'abattait sur Londres, une vérité devenait impossible à ignorer, la monarchie était sur le point de changer. Ce qui avait commencé comme des murmures derrière les murs du palais devint bientôt le prélude à quelque chose de bien plus grand. Un moment qui mettrait à l'épreuve non seulement le futur roi, mais aussi l'âme même de la plus ancienne institution britannique. Les mois suivants apportèrent un étrange silence, un calme inquiétant qui s'installa sur la Grande-Bretagne tel un brouillard sur la Tamise. Derrière les imposants murs du palais de Buckingham, la vérité sur la santé du roi Charles III n'était plus matière à spéculation. C'était un combat quotidien. Si le palais conservait son ton rassurant, les mots semblaient de plus en plus fragiles. Des expressions comme « Sa Majesté garde le moral » ou « repose sur avis médical » étaient devenus des symboles d'une réalité que même les courtisans les plus fidèles ne pouvaient plus nier. Selon le Times et Sky News, des médecins privés rendaient désormais visite au roi presque quotidiennement, leurs agendas étant secrètement coordonnés. Le soir, on voyait des véhicules franchir les portes latérales du palais, escortés par des agents de sécurité qui refusaient de répondre aux questions. Dans les salles de presse londoniennes, les rédacteurs en chef débattaient de la limite à laquelle ils pouvaient aller sans outrepasser les limites royales. « Nous avons atteint un point où le silence ne protège plus la dignité », a constaté un correspondant de la BBC, mais attise plutôt la peur. Et de ce qu'il est dit, derrière la façade du palais se déroulait une histoire profondément humaine, une histoire que les caméras n'auraient jamais dû immortaliser. Les assistants du roi, dont beaucoup l'avaient asservi pendant des décennies, décrivaient un homme tiraillé entre résistance et déclin. Il refusait d'abandonner son travail et s'obstinait à lire les documents gouvernementaux et à signer des papiers quotidiennement, même s'il tremblait d'épuisement. Un assistant confiait au Guardian « Il croit toujours que le devoir est un remède. S'il arrête de travailler, il se sent déjà perdu. » En public, les absences du roi se firent de plus en plus criantes. Il manqua la cérémonie annuelle du Commonwealth à l'abbaye de Westminster, une première sous son règne, ce qui attira l'attention des médias du monde entier. La semaine suivante, sa participation prévue à un sommet sur l'environnement fut discrètement annulée, le prince William étant l'orateur principal. La transition fut subtile mais symbolique. Chaque mot prononcé par William ce jour-là sur le leadership et la continuité fut interprété comme quelque chose de plus profond, celui d'un fils préparant doucement le monde à l'avenir. Même au sein de la famille royale, l'impact émotionnel était palpable. La reine Camilla, d'ordinaire posée, commença à montrer des signes de tension. Les photographes remarquèrent son attitude réservée lors des événements publics. Son sourire s'était aminci et son regard s'était assombri. Des articles du magazine Hello suggéraient qu'elle avait personnellement pris en charge la convalescence du roi, supervisant son emploi du temps et veillant à sa vie privée. Ses amis la décrivaient comme dévouée mais épuisée, portant le fardeau impossible de soutenir un homme aimé mais accablé par les attentes d'une nation.
Au château de Balmoral, où Charles cherchait souvent du réconfort, le personnel évoquait des journées calmes et contemplatives. Un jardinier raconta au Télégraphe que le roi restait assis des heures près de la fenêtre, contemplant les Highlands brumeuses, perdu dans ses pensées. Parfois, il écrivait des lettres, de longs mots manuscrits à sa famille et à ses vieux amis, avant de se retirer dans le silence. C'était comme si l'homme qui avait passé sa vie à se préparer à son service apprenait désormais à affronter la mortalité avec dignité. Pendant ce temps, les discussions à Downing Street prenaient un ton plus pragmatique. Le Premier ministre et le Conseil privé commencèrent discrètement à réexaminer les procédures constitutionnelles en cas d'incapacité du roi. Les responsables affirmèrent qu'il n'y avait aucune crise, mais le plan d'urgence était éloquent. Reuters rapporta que des réunions de continuité opérationnelle bi-hebdomadaires avaient lieu entre les représentants du gouvernement et du palais. L'appareil constitutionnel britannique s'adaptait discrètement à l'éventualité d'une transition plus tôt que prévu. Pour le prince William, cette réalité changeante était à la fois personnelle et politique. Il était désormais le visage public de la monarchie, assistant aux réunions du cabinet, rencontrant des dignitaires étrangers et prononçant des discours autrefois réservés à son père. C'est une lourde couronne à porter avant de l'avoir, notait The Economist dans un article sur la succession royale. Et bien que William la portait avec grâce, même les apparences les plus soignées ne pouvaient masquer la tension qui se lisait dans son expression. Lors d'une réunion publique à Manchester, sa voix se brisa brièvement lorsqu'il remercia les citoyens pour leur gentillesse envers la famille royale. La foule entendit de l'empathie, les initiés entendirent de l'épuisement. La réaction du public reflétait cette dualité d'émotions amour mêlée d'inquiétude. Devant le palais de Buckingham, la foule s'est à nouveau massée comme pour répéter la veillée qui avait eu lieu durant les derniers mois de la reine Élisabeth II. Certains apportèrent des fleurs, d'autres de petites cartes avec des messages comme « Restez fort, votre majesté ». Les réseaux sociaux regorgeaient d'hommages à l'héritage environnemental du roi et à ses décennies de dévouement. Des hashtags comme #PrayForTheKing et #WindsorStrength ont été tendance pendant des jours, unissant les Britanniques et par-delà les clivages politiques et générationnels. Les messages internationaux d'inquiétude et de respect ont afflué. Le président Donald Trump, qui en est à son second mandat, a publié une déclaration officielle qualifiant Charles d'homme de conviction profonde et de grâce. Le président français l'a décrit comme l'écologiste de l'Europe, tandis que le Premier ministre canadien a souligné son engagement indéfectible envers l'unité et le devoir. Le Vatican lui a même adressé ses bénédictions, le pape François soulignant que le plaidoyer du roi en faveur de l'harmonie interconfessionnelle avait laissé une marque indélébile dans le monde. Au palais, cependant, l'optimisme s'estompa. Le cercle intime du roi se réduisit à quelques conseillers et membres de la famille de confiance. Le prince Édouard et la duchesse Sophie lui rendaient régulièrement visite, leur force tranquille, lui apportant un soutien moral. La princesse Anne, toujours pragmatique, accepta des missions supplémentaires et poursuivit le travail que son frère ne pouvait pas accomplir. Le rythme de la vie royale se poursuivit, mais sous une ombre indéniable. Et pourtant, face à cette incertitude grandissante, Charles restait stoïque. Ses proches décrivaient son attitude comme paisible mais déterminée. Dans une lettre personnelle partagée avec le Times, il écrivait « Chaque rôle que j'ai joué a été un privilège, mais être père et grand-père a été le plus important ». Cette phrase traduisait à la fois son humilité et sa conscience que le temps lui échappait. Alors que l'hiver avançait, le pays semblait retenir son souffle. Les présentateurs télévisés parlaient d'un ton mesuré, les commentateurs royaux débattaient de ce que signifiaient réellement les fonctions légères. Et le palais de Buckingham, dont les fenêtres étaient faiblement éclairées, la nuit devint un symbole à la fois de secret et de tristesse. Ce qui avait été autrefois le centre de la stabilité royale ressemblait désormais à une forteresse d'incertitude. Le silence du roi, autrefois considéré comme digne, résonnait désormais dans tout le pays. Et si aucune déclaration officielle n'annonçait le pire, les Britanniques comprirent instinctivement que le pouvoir de leur monarque déclinait. Ce qui subsistait, visible, inébranlable et profondément humain, était l'image d'un fils portant à la fois le fardeau du devoir et la douleur d'une perte imminente. Pour le prince William, les semaines qui suivirent le départ à la retraite de son père furent comme une expérience partagée entre deux mondes, la sphère publique du devoir et la sphère privée de l'angoisse. Chaque matinée commençait par le même rituel, un briefing des cadres supérieurs, une pile de correspondances gouvernementales et des nouvelles de l'état de santé de son père délivrées dans un langage discret et codé. Mais quel que soit le nombre de documents qui transitaient par son bureau, une constante demeurait, le roi Charles déclinait. Et la stabilité de la monarchie reposait désormais presque entièrement sur les épaules de William. C'était un fardeau qu'aucun fils ne devrait porter et pourtant, tel était son lot depuis son enfance. L'héritier était devenu l'encre.
En janvier 2026, le prince de Galles avait effectivement assumé la quasi-totalité des responsabilités cérémonielles. Selon BBC News, son agenda était le plus chargé de tous les rassemblements royaux, dîners d'État, conférences environnementales, briefings militaires et prestations caritatives. À chaque événement, il régnait une compréhension profonde, William ne représentait plus simplement son père. Il se préparait à le remplacer. Les observateurs ont commencé à remarquer de subtiles différences dans son comportement. La chaleur naturelle qui caractérisait autrefois son image publique avait disparu. Elle était remplacée par une retenue prudente, un sang-froid parfaitement rodé. Il s'est mis à parler avec le rythme d'un roi, a noté un chroniqueur du Guardian. Chaque geste semble délibéré, chaque silence mesuré. Pourtant, ses proches, amis assistants et Catherine ont constaté les conséquences de cette situation à huis clos. Les nuits blanches, les pas silencieux, le regard vide qui persistait parfois même sous les flashs des appareils photo. La presse internationale a dépeint William comme une figure d'une détermination stoïque. CNN l'a qualifié de futur monarque réticent. Le Times de Londres a salué sa discipline et souligné l'aisance avec laquelle il a géré ses rencontres avec les diplomates étrangers. Mais malgré les applaudissements du monde entier, la tension était palpable. Lors d'un événement caritatif à Leeds, sa voix tremblait lorsqu'il a remercié ses partisans d'avoir soutenu notre famille dans les moments difficiles. La vidéo est devenue virale, suscitant à la fois admiration et tristesse chez les téléspectateurs qui ont ressenti la douleur humaine sous la contrainte royale. En coulisses, des conseillers ont décrit un sentiment d'urgence croissant. Selon le Télégraphe, des responsables gouvernementaux avaient discrètement lancé des réunions d'urgence baptisées « Projet Régent », décrivant les procédures à suivre au cas où le roi ne serait plus en mesure d'exercer ses fonctions. Il ne s'agissait pas d'une régence officielle, mais plutôt d'une préparation. Des sources ont révélé que Guillaume avait été informé des protocoles constitutionnels de la structure de commandement militaire et des affaires privées du Commonwealth. Il s'agissait en réalité d'un apprentissage officieux du trône accéléré par les circonstances. Et pourtant, malgré les préparatifs laborieux, William tentait de s'accrocher à la normalité. À Adelaide Cottage, il passait ses soirées avec Catherine et les enfants. George avait presque 13 ans, assez âgé pour sentir que quelque chose n'allait pas, mais trop jeune pour entendre toute la vérité. Charlotte, 10 ans, commença à poser des questions auxquelles aucun parent ne veut répondre. Pourquoi grand-père est-il toujours fatigué ? Louis, toujours plein d'énergie, tentait de faire rire sa mère par ses facéties, inconscient du poids qui pesait sur eux. Pour William, ces moments en famille étaient à la fois un refuge et un rappel, la vie qu'il chérissait et la couronne qui menaçait de l'engloutir. La sympathie du public pour l'héritier ne cessait de croître. Les sondages YouGov affichaient un soutien record à William et Catherine, supérieur même à celui de sa grand-mère plus tard dans sa vie. Le public ne voyait pas en lui une figure distante et privilégiée, mais un homme qui, malgré les chagrins, incarnait le sens du devoir. Il maintient l'unité de la nation, écrivait The Economist. Et ce faisant, il a redéfini le sens du leadership royal au XXIe siècle. Mais l'admiration était teintée d'impatience. Chacun de ses mots était analysé, chaque silence interprété. Même sa posture, droite en selle mais lasse, devenait le symbole d'une monarchie luttant pour sa survie. Les événements mondiaux n'ont fait qu'accroître la pression. Partout en Europe, l'instabilité politique et les difficultés économiques ont dominé l'actualité. Aux États-Unis, la deuxième administration du président Trump était empêtrée dans des conflits diplomatiques avec l'OTAN contraignant la Grande-Bretagne à jouer un rôle stabilisateur sur la scène internationale. Soudain, l'héritier présomptif a adopté une position quasi diplomatique. Il a rencontré les ambassadeurs, rassuré les alliés et discrètement représenté la continuité à un moment où le leadership britannique se sentait vulnérable. Le rédacteur en chef des affaires internationales de la BBC a observé « William ne se contente pas de jouer pour le palais, il joue pour la Grande-Bretagne elle-même. » Mais c'est dans sa vie privée que les fissures ont commencé à apparaître. Des amis ont confié qu'il était devenu plus discret et plus introspectif. Il parle moins de projets, plus d'objectifs, a confié un ami de longue date au Daily Mail. Il est déterminé à protéger la monarchie, mais il est clair qu'il est terrifié par l'avenir. Ces craintes n'étaient pas infondées. Des rumeurs circulaient alors selon lesquelles l'état de santé du roi se détériorait plus vite que prévu. Les médecins du palais auraient averti de « chances de guérison limitées », mais ces mots ne seraient jamais publiés dans les journaux. Catherine, toujours le pilier affectif de la famille, est devenue son soutien discret. En public, elle souriait calmement. À la maison, elle lui offrait une force tranquille. Mais même elle avouait à ses amis proches que la tension était constante. Il ne dort pas, il a l'impression de vivre deux vies, aurait-elle confié à une confidente selon le magazine People. Une pour le monde et une pour la famille qu'il a peur de perdre. En février, la présence de William était devenue synonyme de stabilité.
Pourtant, cette même stabilité était teintée d'une certaine tristesse. Lors de sa visite au siège de la Croix-Rouge britannique, les journalistes ont remarqué un détail insignifiant mais révélateur, son alliance tournoyait nerveusement à son doigt, tandis qu'il répondait à des questions sur la résilience et la compassion. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux accompagnées de légendes telles que « un roi avant l'heure ». Et c'était peut-être vrai. La monarchie encore enveloppée de silence évoluait déjà sous sa direction tacite. À Buckingham Palace, les courtisans commencèrent à s'adresser à lui avec une révérence discrète sur un ton réservé au monarque. Il ne l'encouragea ni ne l'entravait. La transition avait commencé, non par cérémonie ou proclamation, mais par nécessité, par masse et par amour. Pourtant, au milieu de la nuit, lorsque les lumières s'éteignaient et que le palais s'apaisait, les pensées de Guillaume se tournaient toujours vers une question lancinante: comment se préparer à devenir roi alors que son père lutte encore pour sa vie? C'était une question à laquelle aucune constitution ne pouvait répondre et aucun titre ne pouvait l'adoucir. Le fardeau de l'héritier n'était pas la couronne elle-même, mais le silence qui la précédait. Tandis que la Grande-Bretagne retenait son souffle à des milliers de kilomètres de là, une autre histoire se déroulait, ajoutant un poids émotionnel à une image royale déjà fragile. À Montecito, en Californie, le prince Harry, assis devant un écran d'ordinateur éclairé, parcourait les mêmes gros titres qui captivaient le reste du monde. Les reportages sur la détérioration de la santé du roi Charles III dominaient tous les grands médias. BBC, Sky News, le Washington Post et Reuters, mais aucun n'apportait la clarté qu'il recherchait. Le palais était silencieux et son frère aussi. Pour un homme qui avait été au cœur de la vie royale, le silence était assourdissant. Des amis proches du duc de Sussex ont confié au Times qu'Harry les avait contactés à plusieurs reprises pour leur demander ce qu'il lisait. Son message était simple: « Papa va bien ». Mais les jours se sont transformés en semaines sans plus que des réponses polies et mesurées. Les réponses ne venaient pas directement de William, mais par des intermédiaires formulés avec soin, offrant un réconfort sans détail. « Le roi se repose, nous sommes optimistes ». Ce furent les mots qu'Harry reçut et ils lui dirent tout et rien à la fois. La brouille entre les frères creusée depuis des années par l'indignation publique semblait désormais insupportable. Meghan, toujours prudente, conseillait la retenue. « Laissez le palais parler quand il sera prêt », lui avait-elle dit, selon des sources de Vanity Fair. Mais Harry était inquiet. Les souvenirs des derniers jours de sa grand-mère le hantaient, le bref message, l'arrivée tardive à Balmoral, les gros titres qui avaient suivi. Il craignait que l'histoire ne se répète. « Il ne veut pas être le dernier à savoir », confia un ami au magazine People. De retour à Londres, William affronta un autre supplice. Son téléphone, désormais sous le contrôle du personnel du palais, vibrait sans cesse de messages de journalistes, de politiciens et de sa famille. Il lisait chaque message de son frère souvent tard le soir, fixant l'écran avant de le verrouiller sans répondre. Non pas par colère, mais par peur. La peur qu'un seul mot émouvant puisse faire la une des journaux du lendemain. Il est partagé entre compassion et prudence, a confié une source proche du palais au Guardian. Il veut protéger son frère, mais les murs qui l'entourent sont de verre. Le désaccord était devenu à la fois personnel et institutionnel. Les conseillers royaux, soucieux des fuites, avaient silencieusement gelé toute communication entre les Sussex et les hauts fonctionnaires du palais. Les informations sur l'état de santé du roi étaient limitées à un cercle restreint: William, Camilla, la princesse Anne et quelques collaborateurs de confiance. Même les hauts fonctionnaires de la cour étaient tenus dans l'ignorance. Selon Sky News, cette nouvelle politique, bien que destinée à protéger la vie privée, n'a fait qu'aggraver le fossé. Aux yeux du public, le silence des frères paraissait froid. Au palais, on le qualifiait de confinement nécessaire. Outre-Atlantique, la couverture médiatique de la crise royale a ravivé de vieilles blessures. Les chaînes américaines ont présenté l'histoire sous l'angle de la réconciliation. CNN titrait « La maladie peut-elle apaiser le conflit entre William et Harry ?» tandis que Good Morning America diffusait un reportage soulignant les enjeux émotionnels. Mais les proches de la famille royale ont rejeté l'idée d'une solution miracle. « Ce n'est plus une question de colère », a déclaré un biographe royal au Télégraphe. « C'est une question de confiance et celle-ci est bien plus difficile à reconstruire que l'affection. » Au fil des semaines, Harry devint visiblement agité. Des paparazzis l'aperçurent courant sur les sentiers côtiers de Santa Barbara Bullesquies, aux oreilles et la tête baissée. Meghan, protégeant ses enfants du bruit, l'exhorta à se concentrer sur leur vie en Californie. Mais la culpabilité persistait. « Il se sent impuissant », écrivit The Independent. « Pour un homme qui a porté l'uniforme et poursuivi un but, l'impuissance est son pire ennemi. » À huis clos, il rédigea une lettre adressée à son père. Une note manuscrite transmise par voie diplomatique. Le palais accusa réception mais resta sans réponse. Pendant ce temps, la curiosité du public montait. Les commentateurs se demandaient si Harry prendrait l'avion pour Londres si l'état du roi empirait. Les systèmes de suivi des vols enregistraient même un nombre croissant de recherches de vols directs entre Los Angeles et Heathrow à chaque nouvelle rumeur.
Mais comme l'a rapporté Reuters, aucun voyage de ce type n'était prévu. Il viendra dès que ce sera officiel, a déclaré une source anonyme. En attendant, il attendra comme tout le monde. Pour Guillaume, cette attente fut une torture. Le poids émotionnel de cacher la vérité à son frère s'alourdissait de jour en jour. Lors d'une conversation privée avec la reine Camilla entendue par un proche collaborateur, il aurait avoué « Je ne peux pas être à la fois fils et souverain. Pas encore ». Ces mots révélaient l'impossible dualité de sa position. Pour la nation, il était l'héritier inébranlable. Pour lui-même, il était un fils perdant son père au ralenti. Pourtant, malgré cette distance émotionnelle, de petits gestes laissaient entrevoir un désir de connexion. À l'occasion de l'anniversaire de la mort de la princesse Diana, fin août, les deux frères se sont rendus au monument commémoratif de leurs pays respectifs, William à Althorp Harry, dans un hôpital pour enfants de Los Angeles. Aucun des deux n'a mentionné l'autre par son nom, mais tous deux ont parlé de famille, d'amour et de pardon. BBC World Service a souligné l'étonnante synchronicité de leurs propos, deux moitiés d'un même sentiment exprimé par-delà les continents. Cela rappelait que le sang même séparé par des océans forme un lien profond. L'opinion publique toujours changeante commença à s'intéresser aux deux hommes. Les Britanniques percevaient William comme une figure de leadership accablé et Harry comme le visage de l'exil et du regret. Les sondages YouGov de début mars montraient que pour la première fois depuis 2020, une majorité des personnes interrogées souhaitaient une réconciliation. « Le pays souhaite leur rapprochement », a déclaré l'expert royal Robert Hardman sur Sky News. Non pas pour le bien de la couronne, mais pour le bien de la famille. Pendant ce temps, les préparatifs en vue d'une éventuelle crise au palais se poursuivaient. Les hauts fonctionnaires répétaient les protocoles des annonces royales, brouillons de déclarations publiques, messages préenregistrés et procédures cérémonielles. Chaque version évitait le mot qui terrifiait tout le monde: succession. « Nous n'en sommes pas encore là », a déclaré un assistant au Times, mais nous en sommes suffisamment proches pour en sentir l'ombre. De l'autre côté de l'Atlantique, Harry ressentait la même ombre. Lors des interviews promotionnelles pour son œuvre caritative, son ton devenait sombre. Lorsqu'un journaliste l'interrogeait sur son père, il marquait une pause de quelques secondes avant de répondre doucement « Il a toujours été ma boussole, j'espère juste qu'il le sait ». C'était la déclaration la plus cruelle qu'il ait faite publiquement depuis des années. La vidéo s'est rapidement propagée, cumulant des millions de vues sur diverses plateformes. Les commentateurs l'ont qualifié de « rameau d'olivier entendu dans le monde entier ». Pourtant, la communication entre les frères restait figée. Malgré tout, le sentiment aucun des deux n'avait franchi la ligne séparant les gestes publics de la guérison personnelle. Et c'était peut-être là la vérité la plus douloureuse. La maladie pouvait susciter la sympathie, mais elle ne pouvait combler la distance. Au palais, alors que l'hiver laissait place au début du printemps, le prince William se tenait de nouveau au chevet de son père. Le roi dormait d'un sommeil léger, sa respiration superficielle mais régulière. L'espace d'un instant, William pensa à son frère qui aurait dû être à ses côtés. Mais tout ce qu'il put murmurer fut une promesse. À son père, à son pays, et peut-être même à lui-même, « Je prendrai soin d'eux, de tous. » La matinée qui a tout changé a commencé sous un ciel gris et un silence pesant sur Londres. Les journalistes se sont rassemblés devant le palais de Kensington, le souffle embrumé par l'air froid, les caméras braquées sur les grilles, comme si l'histoire allait les traverser. Depuis des jours, des rumeurs circulaient dans la presse selon lesquelles le prince William s'apprêtait à faire une déclaration sur la santé du roi. Mais le silence au palais avait trop duré et le public britannique, habitué à la discrétion royale mais pas au déni, était tendu. Lorsque les grilles se sont enfin ouvertes peu après 22 heures, l'héritier du trône est apparu sombre dans son manteau noir, l'air calme mais lourd. Le monde semblait retenir son souffle. Pendant des mois, il avait porté le poids du secret souriant aux caméras, tandis que son chagrin couvait sous lui. Mais ce matin-là, le masque tomba. Debout devant une mer de micros, il commença la voix claire mais tremblante. « Je tiens à remercier tout le monde pour leur patience et leur gentillesse. Ma famille a ressenti votre soutien plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Il marqua une pause, la mâchoire serrée, tandis qu'il expirait doucement. « C'est avec une profonde tristesse que je dois confirmer que mon père, Sa Majesté le Roi, ne se sent pas bien depuis quelque temps. Son état s'est détérioré ces dernières semaines et notre famille se concentre désormais sur son soutien. » La foule se tut, même les caméras semblèrent s'arrêter un instant. Ce n'était pas une simple annonce, c'était un aveu de vulnérabilité comme la monarchie en montrait rarement. Le prince poursuivit remerciant l'équipe médicale qui soignait le roi et promettant que le service et le devoir se poursuivraient entosurés comme mon père le souhaiterait. Ses paroles étaient fermes mais ses yeux brillaient sous le ciel couvert. La déclaration dura moins de 3 minutes, mais en quelques phrases, la perception de la monarchie britannique par le monde changea. En quelques instants, les chaînes d'information du monde entier ont commencé à couvrir l'événement en direct. BBC, Sky News et Reuters ont confirmé l'information tandis que le New York Times et Le Monde ont déployé des banderoles.
Outre-Atlantique, les chaînes américaines ont interrompu leurs programmes matinaux pour rapporter la confirmation émouvante du prince William de la santé déclinante du roi Charles. En Australie et au Canada, les drapeaux du Commonwealth ont été hissés en signe de respect silencieux. Les analystes ont qualifié cet événement de moment où la Grande-Bretagne a pris une grande inspiration après des mois d'incertitude. Mais cette annonce a également soulevé de nouvelles questions. Que signifiait état de santé dégradé? Le roi était-il conscient? Pouvait-il reprendre ses fonctions? Le palais a refusé de fournir des détails et n'a publié qu'une courte déclaration écrite reprenant les propos de Guillaume. Pourtant, la transparence même partielle avait déjà accompli ce que le silence n'avait pas pu faire, elle a renoué le lien entre la famille royale et son peuple. Au Parlement, le Premier ministre a exprimé ses plus sincères condoléances et son soutien indéfectible au roi et à la famille royale. Les dirigeants politiques de tous les partis se sont unis, un phénomène rare ces dernières années. Même à la Chambre des communes, souvent divisée, des applaudissements ont fusé en signe de respect. Devant l'abbaye de Westminster, des citoyens ordinaires ont commencé à déposer des fleurs. Le soir venu, les marches du palais de Buckingham étaient couvertes de notes manuscrites, de bougies et de photos du roi souriant aux côtés de ses fils. Pour le prince William, la réaction fut bouleversante. En privé, ses conseillers le décrivaient comme épuisé mais soulagé. Il avait enfin dit la vérité qui le hantait depuis des mois. Ce soir-là, Catherine se tenait à ses côtés chez elle, la main sur son épaule, tandis qu'il fixait les images vacillantes à la télévision, son propre visage apparaissant sur toutes les chaînes. « Tu as fait ce que tu avais à faire », murmura-t-elle selon une source qui s'est confiée plus tard au Télégraphe. « Et tu l'as fait avec grâce. » Mais la décision de parler ne fut pas prise à la légère. Des sources proches du dossier révélèrent plus tard que Guillaume avait tenu une réunion privée avec de hauts fonctionnaires du palais et l'archevêque de Canterbury la veille de l'annonce. La discussion qualifiée par le Times de intensément émouvante tournait autour de la recherche d'un équilibre entre vérité et tradition. L'archevêque lui aurait dit « L'honnêteté n'est pas une rébellion si elle naît de l'amour ». Cette déclaration lui resta gravée dans la mémoire. Pour un homme élevé dans le silence et le cérémonial, dire la vérité publiquement était l'acte de loyauté le plus audacieux qu'il puisse accomplir. Les journaux du lendemain matin ont saisi la gravité du moment. « Le courage de William, la vérité d'un fils pour une nation en attente », titrait le Guardian. « Il parle au nom de la couronne et de chaque fils », reprenait le Télégraphe. Même le Daily Mail, souvent critique envers la réserve royale, a qualifié le discours de leçon magistrale d'humanité. La réaction fut unanime, les paroles de William avaient trouvé le juste équilibre entre devoir et émotion. Pour la première fois, la monarchie n'était plus une institution mais une famille. Les hommages au roi Charles ont afflué du monde entier. Dans un communiqué de la Maison-Blanche, le président Trump a salué le monarque, le qualifiant de homme d'État intègre dont la sagesse transcendait la politique. Le président français Emmanuel Macron l'a décrit comme un ami de la paix et de la planète. Le Parlement européen a observé 1 minute de silence et au Kenya, pays que le roi avait visité plusieurs décennies auparavant en tant que prince de Galles, les cloches des églises ont sonné en signe de solidarité. À Londres, l'humeur du public est passée de la spéculation à l'empathie. Devant le palais de Kensington, la foule est restée silencieuse, les bougies vacillant dans la brise du soir. Dans les cafés et les pubs, les conversations se sont adoucies. Même les réseaux sociaux, souvent le théâtre d'affrontements d'opinion, ont pris une tournure solennelle. Le hashtag #PrayForTheKing a fait fureur aux côtés de Clash the Stand with William, symbolisant une unité rare malgré la fracture numérique. Pourtant, la transition au palais était loin d'être terminée. L'état de santé du roi demeurait incertain, et en coulisses, on se préparait à toutes les éventualités. Les réunions avec le conseil privé se multiplièrent et les hauts courtisans commencèrent à répéter discrètement les protocoles cérémoniels. « Tout doit être prêt, même si rien ne se passe », déclara un responsable à Sky News. C'était un rappel glaçant de la frontière ténue que la monarchie empruntait entre espoir et fatalité. Pour le prince William, cependant, quelque chose de profond avait changé. Ce discours avait non seulement brisé le silence, mais l'avait transformé. Il n'était plus seulement l'héritier, il était le chef de facto d'une famille en crise et d'une nation en quête de réconfort. Le lendemain de sa déclaration, il se rendit dans un hôpital pour enfants de Londres où une jeune fille lui remit une carte sur laquelle était écrit « Nous aimons votre père. Dites-lui de se rétablir ». Le prince sourit doucement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure « Je veillerai à ce qu'il le sache ». Ce simple instant a captivé le cœur de la Grande-Bretagne. Un homme, autrefois dans l'ombre de son père, se tenait désormais devant lui, s'exprimant non avec la pompe royale, mais avec une sincérité humaine. Dans cette honnêteté résidait la renaissance silencieuse de la monarchie, rappelant que la force dans les moments les plus vulnérables ne réside pas dans les couronnes, mais dans la compassion.
Dans les jours qui ont suivi l'annonce émouvante du prince William, l'atmosphère en Grande-Bretagne était sans commune mesure avec ce que le pays avait connu depuis des années. Ce n'était ni le deuil, ni la célébration, mais quelque chose de plus profond, une pause collective comme si chaque horloge du pays avait ralenti pour laisser le peuple respirer ensemble. La monarchie, souvent accusée d'exister derrière des vitres, semblait soudain si proche qu'on aurait pu la toucher. Pour la première fois depuis des décennies, les Britanniques ne regardaient pas la famille royale avec un regard cérémoniel mais avec empathie. Une ambiance feutrée mais déterminée régnait au palais de Buckingham. L'état du roi restait grave mais suffisamment stable pour que la famille se rassemble autour de lui en silence. Ses conseillers décrivaient le palais comme calme mais stable, avec des valets de pied circulant discrètement dans les couloirs, des journalistes aux portes et des courtisans ajustant leurs déclarations avec une précision chirurgicale. Chaque mot adressé au public était mesuré, chaque photographie soigneusement choisie. Mais même au cœur du protocole, l'émotion s'est manifestée. Sur une photo publiée, Charles était assis près d'une fenêtre de Clarence House, le visage baigné de lumière tandis qu'il lisait une lettre de son fils. La photo est devenue virale non pas pour sa grandeur, mais pour son humanité. Pour William, cette humanité devint la nouvelle pierre angulaire de son leadership. La réaction mondiale à son discours montra clairement une chose, l'authenticité avait remplacé l'autorité comme monnaie d'échange la plus précieuse de la monarchie. BBC World News nota que l'appréciation du public pour la famille royale avait augmenté de 15% dans les 48 heures suivant sa déclaration. Même les critiques de l'institution se sentirent désarmés par sa vulnérabilité. Pour une fois, écrivit The Guardian, la couronne n'a pas caché sa douleur, elle l'a partagée. De l'autre côté de l'Atlantique, les répercussions étaient palpables. Les médias américains, autrefois florissant des ragots royaux, adoptèrent désormais un ton de sincère sympathie. CNN qualifia les paroles de William de « leçon magistrale d'homme d'État moderne ». Le New York Times publia un éditorial intitulé « De l'héritier au cœur, le prince qui a parlé pour la Grande-Bretagne ». Pendant ce temps, les dirigeants du Commonwealth saluèrent la résilience de la famille. Au Canada, le Parlement tint un bref moment de recueillement. En Nouvelle-Zélande, des écoliers écrivirent des lettres de vœux. Et au Kenya, les journaux locaux présentèrent l'événement comme un cercle historique, rappelant que l'influence mondiale de la monarchie, bien que faible, conservait une résonance émotionnelle. Mais au-delà des courants politiques et diplomatiques, ce moment a également forcé la Grande-Bretagne à se confronter à un sujet plus intime, la véritable signification de la couronne à une époque de scepticisme. Pendant des années, l'institution a été confrontée à des accusations d'inutilité, d'élitisme et d'excès. Les jeunes générations en particulier se sont interrogées sur la persistance d'un système héréditaire dans un monde démocratique. Pourtant, dans cette crise, la famille royale s'est trouvée étonnamment plus humaine. C'est étrange, a confié un Londonien à Reuters. Je ne me soucie pas vraiment de la monarchie, mais je me soucie d'elle. On voit la douleur, on voit l'amour. Et bien en moi, au sein de la famille royale, le sentiment de renouveau était palpable. Le prince William et Catherine devinrent le centre émotionnel de la monarchie, leur dignité discrète soutenant la famille. Le Times rapporta que le couple passait de longues soirées à Windsor, alternant devoirs familiaux et réunions d'information. Le rôle de Catherine devint symbolique, inébranlable, maternelle, rassurante. Une figure incarnant la grâce sous la pression. Sa rare apparition publique après l'annonce d'une visite dans un service pédiatrique d'un hôpital fut accueillie avec une affection débordante. Vêtue d'un simple bleu marine, elle parla d'espoir dans les moments difficiles, d'un ton doux mais ferme. Ces quelques mots, chaque famille connaît des moments d'angoisse, mais l'amour nous soutient toujours, furent répétés sans cesse sur les écrans de télévision. Pendant ce temps, le roi Charles, bien qu'affaibli, aurait été profondément touché par le courage de son fils. Selon le Télégraphe, il aurait déclaré à son équipe « Il a fait ce que je n'ai pas pu montrer au monde nos cœurs ». Des proches du roi ont révélé qu'il avait longtemps lutté pour trouver l'équilibre entre vie privée et ouverture d'esprit, rongé par le souvenir de la surveillance publique qui entourait autrefois sa vie privée. L'acte de transparence de Guillaume, bien que peu orthodoxe, avait restauré la confiance dont la monarchie avait tant besoin. Il avait établi un pont entre la couronne et le peuple, a observé un courtisan de haut rang. Et il l'a fait avec honnêteté. À l'échelle internationale, les analystes royaux ont débattu de l'importance de ce moment pour l'avenir de l'institution. Certains y ont vu un moment de sentimentalité fugace, d'autres l'ont qualifié de modèle de survie. La monarchie moderne se nourrit non pas de mystique, mais de liens, a observé l'historienne Anna Whitelock sur Sky News. L'authenticité de William et l'évolution de la couronne.
De fait, à une époque marquée par les réseaux sociaux et la transparence où les frontières entre vie publique et vie privée s'estompent, la capacité de la famille royale à rester reconnaissable pourrait bien s'avérer plus puissante que la tradition elle-même. Même le prince Harry, qui suivait l'événement depuis la Californie, a semblé ému par les paroles de son frère. Selon The Independent, il l'a personnellement contacté après l'annonce, lui adressant un message simple « Tu as bien fait ». Il ne s'agissait pas d'une réconciliation mais d'un début, un petit geste qui laissait présager une détente entre les deux fils qui partageaient autrefois un lien plus fort que le devoir. Des sources proches ont confirmé plus tard que les frères s'étaient brièvement parlé au téléphone, marquant leur première véritable conversation depuis des mois. Brève, prudente mais sincère. Il n'y avait ni titre ni étiquette royale, a déclaré un assistant, juste deux frères parlant de leur père. À mesure que le mois de mars avançait, la vie en Grande-Bretagne semblait ralentir au rythme royal. Le roi restait sous observation, ses fonctions publiques suspendues indéfiniment. Guillaume continuait d'agir, il dirigeait des réunions d'information, visitait des hôpitaux et participait même à des conférences sur le climat, autrefois dominées par son père. Son sang-froid ne vacillait jamais, mais ceux qui le voyaient de près décrivaient un épuisement sourd qui couvait sous la surface. La présence inébranlable de Catherine à ses côtés devint son refuge, sa main calme, lui rappelant que même les futurs rois ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Pour le public britannique, le moment était venu de symboliser quelque chose de plus grand que la monarchie, une méditation sur la force, la perte et les liens qui unissent les familles. Les talk-shows de fin de soirée à travers l'Europe débattaient de l'avenir de la monarchie. Mais le grand public discutait de quelque chose de bien plus simple, comment Guillaume leur avait rappelé que le leadership n'est pas une question de couronne, mais de compassion. Comme le titrait le Guardian, le prince qui a ramené l'humanité au palais. À la fin du mois, lorsque le palais publia une nouvelle mise à jour prudente sur l'état de santé du roi, stable, bien portant et reconnaissant de la générosité de la nation, le vent avait tourné. La Grande-Bretagne avait trouvé la paix non pas grâce à la sécurité mais grâce aux liens. L'héritier autrefois tenu au silence avait pris la parole, rappelant au monde que même entre les murs de la plus ancienne monarchie du monde, l'amour et la vulnérabilité ont encore le pouvoir de faire bouger